Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un vibrant artiste, sensible et humaniste, à l'imagination débordante, auteur, compositeur, interprète. Mon invité du jour crée, imagine, s'inspire pour lui et pour les autres. Pour d'autres artistes, oui, mais aussi et surtout pour le public. Sorel a imaginé et composé Guignol, la grande aventure musicale, le tout premier spectacle qui donne vie à Guignol, ce personnage connu de tous. Comment matérialiser une idée et lui faire prendre vie? Monter un spectacle, comment ça se passe? De l'idée à la production, les castings, les enjeux, les difficultés. C'est avec Sorel qu'on en parle aujourd'hui. Sorel, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour Sorel. Alors, la devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2023 ? Écoute, ça va très bien. J'ai toujours pris l'habitude d'être porté par ma passion. La flamme est toujours intacte. Et tu sais comme moi que le métier est difficile, que les temps sont difficiles. Et quand tu te dis que ton enfant intérieur est toujours là à vibrer pour ta passion, c'est génial, quoi. C'est bon signe. Raconte-nous ton enfance, justement. Tu parles d'enfant intérieur. Ton parcours artistique, ça vient d'où? Tu as grandi dans quel genre de famille? Tes parents, ils faisaient quoi? Papa, maman divorcés très tôt, papa pas là, donc papa quand même mélomane, donc j'écoutais beaucoup, j'entendais beaucoup de disques en arrière-cour, comme on peut dire. J'ai souvenir de disques de Bowie, Supertramp, c'était plutôt anglo-saxon, un peu de Balavoine, etc. Et puis quand papa parti, maman a trouvé beau papa, super mec qui m'a élevé, qui m'a appris les valeurs qui sont les miennes aujourd'hui de travail. T'étais fils unique? J'ai une sœur et un frère. Uh-huh. Et après, ils sont partis plus vite, eux, ils sont plus âgés. D'accord. Mais de ce beau papa, j'ai acquis la notion de travail, même dans l'art, et surtout l'amour pour l'instrument. C'est-à-dire qu'en fait, il jouait sur un orgue, et puis moi, j'y allais. Et de cet orgue, j'ai acheté mon premier petit orgue électronique à moi, puis plus grand. Puis après, à 15 ans, les filles, la séduction, c'est la guitare. Tu as commencé le piano à 8 ans et la guitare à 15 ans? Oui. Donc exactement. quoi, au conservatoire? Non, autodidacte. D'ailleurs, je le regrette aujourd'hui. J'aimerais bien, entre autres sur des pièces comme Guignol, avoir pu être plus érudit en solfège, en notion, parce que moi, je fais tous les arrangements. Donc, du coup, il y a tout ce qui est aspect cordes, corps, instruments avant, etc. Ça fait beaucoup de... Mais alors, petit, tu rêvais de quoi? Tu t'imaginais déjà artiste? Non, j'avoue que j'étais très passionné par Indiana Jones, par exemple. Je me suis vu archéologue, et puis un jour je me suis mis archéologue. En fait, on avec une brosse à dents, on gratte des trucs pour trouver des os. Enfin, donc ça m'a dépassionné totalement. J'ai sûrement eu envie d'avoir été un jour pompier, peut-être, tu vois, ce genre de truc. Mais archéologue, je m'en souviens très bien. Ouais. C'est vrai. Et la musique est venue, comme je te l'expliquais, par ce petit synthétiseur, et puis une certaine solitude, l'envie aussi d'écrire des trucs. Tu écrivais déjà alors? J'écrivais alors plutôt en anglais, en espèce de franglais un peu à l'arrache comme ça, mais j'ai souvenir que d'en avoir fait un métier, d'avoir envisagé en faire un métier, c'est venu par le regard des autres. Par le regard des autres? Oui, c'est les autres, ou l'oreille plus particulièrement. C'est-à-dire que c'est les autres qui à force de me dire oh, ça c'est super, oh cette chanson. Mais alors attends, tu chantais. À 15 ans déjà, tu chantais, autodidacte, tu jouais de la musique sans jamais l'apprendre, c'était complètement improvisé. Ouais. Et les autres t'ont amené à y penser, parce que j'ai à en commencé faire des ta petits carrière. groupes. Tu vois, petit groupe à 12 ans, j'étais clavier, je me suis mis à chanter parce qu'un jour le chanteur était plus là, et donc ils m'ont dit bah tiens, essaie de chanter. Ensuite, deuxième groupe à 15-16 ans, là j'étais à la guitare, et puis tu gagnes des concours, des radios crochets, des machins, tu gagnes des trucs, tac. Enfin, tu vois, ça vient vraiment des autres, tu te dis pas à un moment donné, ouais, vraiment j'ai le talent pour oser penser que je peux faire ça. Jamais ça. Et là, c'est Julien qui joue. Et là, bien sûr, c'est Julien Axel, même je dirais. Et quand est-ce que Sorel est né? Sorel, il est né ton nom de scène?
au même âge que le héros du Rouge et le Noir, qui Ok. s'appelle Julien Sorel, parce que j'ai piqué à Stendhal le patronyme de son héros. 19 ans dans le bouquin, j'avais 19 ans aussi, je me suis dit tiens, Sorel c'est joli, ça sonne bien, hop, et j'ai pris. Tu as un talent de chanteur, de musicien. J'aimerais surtout souligner ta plume. Tu écris pour toi, mais aussi pour d'autres artistes. Pourquoi j'arrive pas à le dire? Julie Zenati, T'en voudras Roman pas. Cerda, Vaimala Chavez. Comment as-tu eu cette envie d'écrire pour les autres? Bah, l'écriture, elle est toujours venue en même temps que la musique, comme je te le disais au début en anglais, très vite en français. Et j'avoue qu'il y a des groupes qui m'ont inspiré très vite à poser la plume, même si c'est dur d'en parler aujourd'hui à chaque fois, mais Noir Désir, Bertrand Cantat, grand auteur qui a été inspiré par Jim Morrison, donc lui était dans une espèce de poésie un peu noire comme ça. Donc j'ai toujours écrit autant que composé, ça a toujours été de pair si tu veux. Et bah, après c'est les gens qui t'approchent en fait. Moi C'est eux qui tous sont ces gens- venus te Oui, oui, chercher? oui. Ok. Ah bah ouais. Et cet amour des mots, justement, à l'école, tu étais bonne élève, tu aimais la littérature. Ouais. Ouais. Je fais des études de littérature et de langue, donc ça allait Et dans tu as fait ce des même sens. longues études. Ouais, j'ai passé un bac littéraire, après un BTS de communication, et après un master en communication, mais j'avais déjà signé en même temps dans une première maison de disques, un label qui était à Lyon. Et Donc là, vraiment, même en faisant des études, tu savais que tu allais soit devenir chanteur, en tout cas, tu allais ouais. devenir un artiste et surtout que tu allais en Ouais. vivre. Oui, ça se construisait. Il fallait continuer à se nourrir de, encore une fois, ce que tu pouvais engranger des autres et de leur avis, etc. Parce que foncer la tête baissée, pourquoi pas, mais moi, enfin, j'ai l'impression que tout, dans l'ADN de tout artiste, dans tout art, peintre, etc., bon, tout art, il y a une incertitude permanente, une remise en question constante et une sensation d'usurpation, si tu veux. À chaque fois que j'ai pu avoir des grandes belles choses qui me sont arrivées artistiques, je me suis toujours dit mais merde, attends, pourquoi et je le mérite et attends, ils sont pas plantés là, c'est pas, tu vois. Ça c'est assez fou. Mais tout ça chevillé sur une Le ambition. syndrome de l'imposteur, toujours. Exactement. Mais alors, en fait, toi, donc tu es artiste, tu aimes écrire, tu aimes chanter. Très naturellement, tu arrives vers la comédie musicale avec le Rouge et le Noir Ouais. en 2016, qui a eu beaucoup de succès, l'adaptation du roman de Stendhal. Il y en a toujours beaucoup en Chine, au Japon, Ça en Corée. continue. Énorme succès en Asie. Ouais. Produit par Albert Cohen, grand producteur des comédies musicales. J'aimerais que tu nous expliques comment tu es arrivé à ça, parce que tu en parles très naturellement, mais quand on est chanteur, quand on écrit pour les autres, comment on arrive à produire une comédie musicale comme Le Rouge et le Noir et rencontrer ce grand producteur? Eh ben, écoute, je vais te dire, ça part d'une première chose, c'est que moi, je me suis toujours très vite ennuyé dans un domaine. C'est-à-dire qu'on aurait pu me cantonner. C'est ce qui a été d'ailleurs le cas quand j'ai eu l'idée du Rouge et Noir. J'étais déjà signé, moi, je crois à l'époque, parce que j'étais chez Sony. Je crois que j'étais chez Sony en édition chez Because, très, très bel éditeur, éditeur de Christine and the Queen, etc. Bon. Et effectivement, il me disait non mais comédie musicale, t'es fou, ça coûte des millions, continue à faire tes chansons, composer pour les uns, les autres. Et puis c'était le début de la comédie musicale ici en France. Non, ça avait déjà bien. Non, on était même plutôt sur du finish. Ah bon? Ouais. C'était déjà un peu érodé le système, parce que tu sais que le système français n'est pas celui des Anglais. Eux, c'est une industrie. Nous, c'est de l'artisanat, la comédie musicale en France. Mais il y a des succès incroyables actuellement. Oui, mais justement, non. En fait, souviens-toi, c'est parti d'abord de Notre-Dame de Paris. Et de ce modèle-là, effectivement, Dovazia, Albert Cohen ont monté les 10 Commandements, Mozart, etc. Mais c'était basé sur des tubes radio, souviens-toi. Il y avait d'abord le tube. Ouais. Et en parallèle, quand tu arrivais et tu regardais, par exemple, Mozart ou Le Roi Soleil, souviens-toi, tu avais déjà eu les tubes en tête. Ça, quand le Rouge et le Noir est arrivé, c'était mort déjà. D'accord. Donc, pas de tube, plus compliqué d'avoir des spectateurs, puisque encore une fois, c'est pas une industrie. Donc ça, je l'ai appris, je l'ai intégré. J'ai vu qu'en France, la culture, ce serait plutôt le théâtre, tu vois, chez nous. Donc je me suis dit, prochain spectacle que je ferai quelque chose de plus petit, plus ramassé, et on y viendra après. Mais Le Rouge et le Noir, pour autant, quand je l'ai fait, je savais que ça plairait à l'étranger. Et j'avais aussi cette pensée internationale. Et pour revenir à ce que tu m'as dit, faire une digression, tout le monde me disait ne le fais pas. Mais moi, je m'ennuie très vite dans un domaine. Donc, un peu à l'américaine, si tu veux. Moi, j'ai écrit un roman, j'aime composer pour les uns les autres, j'aime chanter en français sous le nom Sorel. J'ai un autre pseudo Bel Air qui, on pourra en parler si tu veux, qui est utilisé un peu dans le monde entier, les Reels, etc. Et je me suis dit, Rouge et Noir, voilà. Et très naïvement,
j'ai commencé à écrire un début de ce qu'on appelle un livret dans les comédies musicales. Le livret, c'est le scénario, texte, etc. Et j'ai commencé à aller chercher des noms un peu connus, voilà, pour prendre des j'ai toujours procédé comme ça, pour prendre et à la fois des conseils, et puis surtout me dire, si j'arrive à les séduire par mon projet, je les intègre dans l'équipe. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai eu en librettiste Alexandre Bunstein, qui est moliérisé, il a écrit le livret du Rouge et Noir. Quand je l'ai eu, il y a eu ensuite, tu sais bien, il y a eu Zazie qui a intégré l'aventure, tout ça, mais à chaque fois, j'essaie de convaincre des gens qui sont déjà en place. Ce qu'on appelle un peu du name dropping, si tu veux. Pour autant, sur certains projets, je pensais que ça m'aiderait à trouver des productions, pas forcément. Mais sur le Rouge et Noir, oui. Ça m'a permis, puisque dans l'équipe, il y avait 2 anciens de Mozart, etc., ça m'a permis de rencontrer Albert Cohen. Tu vois, ça s'est fait comme ça. Donc à chaque fois, excusez-moi du peu. Voilà, exactement, qui a créé au projet, qui voulait pourtant plus faire de comédie musicale. Incroyable. Et je lui ai vendu vraiment comme un opéra rock, ce que c'est, en fait. Et là, il te signe. Et là, après, donc il y avait des chansons qui avaient existé, je les ai fait écouter, il y aurait, etc. Et après, effectivement, il signe le projet, et puis c'est à lui d'aller trouver aussi des co-investisseurs et tout. Et ça tourne encore en 2023 à l'étranger. Ouais, là c'était au Japon, ça retourne encore au Japon, ça part aussi en Chine. Il y a eu le Covid, tout ça, mais là ça repart, tu vois. En Chine, c'est un énorme carton, le Rouge et Noir. Mais j'en étais sûr, je le savais. Il y a tous les codes dans le Rouge et Noir qu'aime le public chinois, asiatique. La dramaturgie, l'amour impossible, Julien Sorel qui finit la tête coupée, puis il a ce côté un peu manga. T'as vu, le personnage, il a un côté un peu manga. Et je me suis pas trompé, je suis content. Un amoureux de la littérature. Oui. Et aujourd'hui, tu reviens avec un tout nouveau spectacle, familial et musical, Guignol. Ouais. Alors raconte-nous, le speech, tu nous le fais ? Ouais. Il est très simple, c'est le théâtre dans lequel Guignol et ses compagnons jouent sous la forme de marionnettes est en danger. Donc le vieux monsieur Henri qui tient, il n'est pas vieux d'ailleurs, qui tient le théâtre est menacé par une très méchante Betty qui veut racheter le théâtre, en faire un supermarché, etc. Et donc pour sauver le théâtre de monsieur Henri, ils vont prendre vie sous forme humaine. Ça se joue à la Gaîté-Montparnasse, au 26 rue de la Gaîté, 14e à Paris, depuis le 30 septembre. Ouais. Et j'aimerais que tu racontes à nos auditeurs le processus créatif de cette pièce. Déjà, pourquoi Guignol ? Comment ça t'est venu ? Alors, moi, de cœur, je suis lyonnais. Donc déjà, c'est vrai que Guignol, j'ai toujours un peu eu ça dans la tête. Et surtout, je me suis dit, à la fin du Rouge et Noir, je voulais faire un spectacle au début vraiment pour enfants. À savoir que Guignol, ce spectacle-là, n'est pas que pour enfants. Il est vraiment familial. On le voit, les parents s'éclatent. Le livret est très adulte aussi, etc. Bon. Mais je voulais faire un spectacle pour enfants parce qu'on peut tout y mettre. La naïveté musicale, parce que moi, mon but, c'est de composer des très belles chansons là-dedans. Et c'est un espace d'expression qui est génial. Il y a la danse, les claquettes, il y a tout ça. Mais pour un compositeur, on n'est pas dans un tube formaté, tu vois, on est dans un espace de créativité, et en particulier dans les spectacles pour enfants. Et je me suis dit, mais qui ? Alors j'ai pensé à plein de héros avant ça, bien sûr, à Bambi, des choses comme ça, etc. Puis un jour, je me dis, mais on a, nous, un personnage qui joue depuis 2 siècles. 2 siècles, c'est absolument merveilleux. Non-stop. Depuis 2 siècles. Et qui est vivant encore, parce qu'on va au jardin d'acclimatation, on trouve Guignol. On va à Vincennes, à côté du Chalet du Lac, on trouve Guignol. Alors malheureusement, c'est toujours les mêmes choses. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de vraie histoire, c'est des sketchs. Absolument. Et surtout, fallait un peu le dépoussiérer. Mais malgré tout, c'est notre patrimoine. Malgré tout, c'est un personnage qui est toujours là. Et je me suis dit, mais Guignol, on va le DreamWorksiser, on va le Walt Disneyiser. Et on va en faire une figure théâtrale moderne d'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher ça chez les autres. En plus, Peter Pan, tout ça, c'est déjà fait. On a notre personnage à nous pour enfants, notre super-héros, et c'est ce qu'on a fait. Quelles sont les valeurs de Guignol ? Lui, c'est vraiment la camaraderie, l'espièglerie, le courage, il est un peu effronté, mais c'est surtout un idéaliste courageux, et ouais, c'est un humaniste. Enfin, Et petit, tu aimais Guignol ? Ah ouais. Et à la fois, il me faisait un peu peur. Parce qu'il fait un peu peur, Il Guignol. fait peur, le vrai Guignol. C'est Voldemort, un peu. Tu vois, pourquoi il fait peur ? Parce qu'en fait, Guignol, lui, ils l'ont pas revisité depuis 2 siècles. Qu'à l'époque, c'était... Guignol, il a 35 ans à cette époque-là. Niafron, son compagnon, c'est un peu un poivreau de 50 ans. Ils font pas rêver, quoi. Mais c'était une époque où... voilà, c'était... Et alors, toi, tu te dis, je vais faire une comédie musicale. Oui. Je vais le rendre vivant, surtout. Je vais le rendre vivant. Ouais. Je me suis dit, mais il faut le rendre vivant. Et alors, quand on a cette idée, par où on commence ? Comme pour le Rouge et Noir,
De l'idée vient donc après des thèmes mélodiques. Avec ces thèmes mélodiques et puis un petit pitch en 5 lignes et mon idée, je vais voir les gens. Et là, je suis allé voir en premier. Quand tu dis les gens, c'est les producteurs? Non, l'équipe créative avec laquelle j'ai envie de bosser et qui sont des gens plutôt déjà en place, comme je t'avais expliqué. Parce Et que tu travailles sur tout, toi, parce que même le casting, c'est toi. le casting, c'est nous, si tu veux, bien sûr. Mais la recherche de mon équipe créative, elle part bien sûr de moi, parce que je suis tout seul au début. C'est comme le rouge et le noir. Et donc là, je suis allé voir d'abord Ned Grudgic. Il faut savoir que Ned Grudgic, c'est un des plus grands metteurs en scène de spectacles, entre autres pour enfants. Il a fait Shrek, Petit ours brun, Livre de la jungle. Et c'est cette rencontre, déjà, ça passe par une rencontre humaine où on s'est compris, où on s'est beaucoup apprécié. Et surtout aussi, le pitch lui a plu. Et là, il m'a suivi. Donc quand tu commences à avoir déjà l'affection d'un des postes, qui est là, en l'occurrence metteur en scène, et lui il a écrit aussi les textes des chansons, moi j'ai fait la musique, et tu vas chercher un librettiste. Librettiste, on est allé chercher Anthony Michino, qui vient quand même de prendre meilleur auteur à Avignon cette année, ses réponses, le Petite fille aux allumettes, etc. Il m'a dit oui aussi. Et puis de ces trois-là, tu commences à travailler comme sur le rouge et noir, tu vois le process, tout seul, hop, aller chercher des gens qui sont déjà en place, les convaincre. Et après, cette équipe créative se met un peu à travailler. Et bien après, les productions. Si tu veux Et parler là, de il y a Guignol, pas. je peux Et t'en quand parler. on travaille sans savoir vers où on va, en Complètement. prenant du temps, sans gagner d'argent, Exactement. juste animé par cette passion créative et cette envie commune Oui. d'arriver à un projet. Oui. Donc c'est ça ce qu'il faut entendre aussi, c'est que tout artiste doit toujours investir du temps et parfois ça marche. Et on en fait son métier, on en gagne des sous. Tout à fait. Et parfois, ça ne se fait pas. Et on aura été nourri d'un projet culturel, mais pas vraiment financier. Absolument. Donc c'est Absolument. toujours le risque Oui. à prendre quand on est un artiste. Je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, c'est important de le dire. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'interdire l'idée d'en avoir 3-4 en parallèle. Parce que voilà, si tu te fiches sur un projet, alors évidemment, il te tient à cœur, tu as la certitude que c'est une bonne idée, mais après, il y a des fausses bonnes idées. Moi, tous les jours, j'ai des gens qui me parlent de projets, je sens que c'est des fausses bonnes idées. Parce que sur Guignol, j'ai aussi été chercher une marque forte, j'ai cherché des gens qui ont du talent, et surtout, j'ai cherché un format plus petit, moins cher, exportable. Tu vois, il y a plein de choses aussi auxquelles il faut penser, mais malgré tout, entre le moment dont je viens de te parler, de la rencontre créative, et aujourd'hui, il s'est passé 6 ans. Pas 6 mois, c'est passé 6 ans. 6 ans. 6 ans. Et entre le moment où tu as créé au début avec tes compagnons et le moment où il y a les 6 ans, eux, ils continuent leur route un peu de leur côté, puis tu es tout seul. C'est ce que j'appelle être le porteur de son projet. Tu es tout seul. C'est pas qu'ils veulent plus de toi, c'est que le temps passe. Et moi, j'ai rien lâché pendant 6 ans. C'est ce qui est important de dire. C'est ça qui compte. Évidemment, je faisais d'autres trucs à côté, mais je n'ai pas lâché. Et force de rencontres sur d'autres projets, en l'occurrence, souviens-toi de Johnny Classic, j'avais contacté un producteur qui s'appelle Nicolas Ferru, producteur de Dirty Dancing, Soleil des Cuba, de plein de souliers rouges en ce moment, etc. Et je voulais faire avec lui Johnny Classic. Et ça s'est pas fait. Et je l'ai pas oublié. On voulait travailler ensemble. Et tu vois, c'est un des producteurs de Guignol. Revenons sur Guignol. Comédie musicale, ça veut dire qu'on y chante, Oui. on y danse et on y interprète des émotions. Combien d'artistes sont sur scène ? Ils sont 6, ils jouent 15 personnages. Ça chante et ça danse, t'as absolument raison. Ça claquette, c'est-à-dire qu'ils font des claquettes. Ils font de l'escrime, il y a eu un maître d'armes pour les former. Ils sont époustouflants. C'est-à-dire que le cast là, on a mis tu le sais bien, on a mis beaucoup de temps à les trouver. Il y a eu plus de 400 candidats qui étaient d'ailleurs déjà très forts. Mais venu le moment de les sélectionner à travers les claquettes, par exemple, je peux te dire que là, ça a beaucoup éliminé et que les nôtres là, ils claquettent, c'est Broadway quoi, tu vois. Claquettes, escrime, chant, danse, rebondissement, ils sont incroyables. Tu es un amoureux passionné du monde artistique et tu t'investis notamment sur les castings. Pour t'avoir vu à l'œuvre, tu es présent sur le terrain. En casting, quelles sont les qualités que tu recherches quand tu cherches par exemple un danseur de claquettes? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Quels conseils tu pourrais donner? Qu'est-ce que toi, dans ces moments de casting, qu'est-ce que tu recherches exactement? Très bonne question. Je vais te dire un truc. Alors déjà, il faut avoir un certain niveau.
Tu sens qu'à un moment donné, quand tu fais une œuvre là, comme Guignol, qui va être dont le standard va être très élevé, parce qu'on est dans des standards un peu à l'anglaise, tu vois, tout est très élevé dans Guignol, les mappings vidéo derrière, la mise en scène, enfin voilà, il y a un niveau à avoir. Vaut mieux avoir été formé à la chose, ce qui n'a pas été le cas au début sur le Rouge et Noir, où je cherchais plutôt des voix, tu vois. Donc il y a des anciens de The Voice dedans, tu sais, qui sont maintenant dans Starmania d'ailleurs. Mais je cherchais pas forcément des acteurs, mais on a quand même eu d'autres rôles de Rouge et Noir où on allait chercher des acteurs pour soutenir ceux qui ne l'étaient pas. Mais là, je voulais vraiment des gens formés pour ça. Donc j'insiste, ils ont été formés pour ça. Donc ils savaient déjà, ils connaissaient tous les codes de la comédie musicale, jouer, poser leur voix, articuler. Mais moi, personnellement, tu sais, c'est des coups de cœur. Je vais te dire un truc. Notre Guignol, on en a eu beaucoup des Guignols. Hein. Quand il est arrivé, c'est un peu comme Côme avec le Rouge et Noir. J'ai su tout de suite, moi. C'est-à-dire que déjà, C'est une évidence. Faut incarner quelque chose que tu as, toi, comme vision. Et Simon Drey, que vous allez découvrir, il est incroyable. Physiquement, il pourrait être Harry Potter, Pierre Ninet, il est exceptionnel. Et donc, je l'ai vu, j'ai dit, ça, c'est mon Guignol. Mais j'ai quand même, évidemment, attendu de voir les autres. Puis, c'est avéré qu'en plus, ils avaient dansé avec une grâce incroyable. Parce qu'il a dansé, puis il a dansé avec de la grâce. Que quand il a fallu faire les claquettes, waouh, claquettes technique parfaite, grâce. Donc, il avait tout. Voilà. Après, les autres rôles, pareil, Victor Bourrigo qui fait qui fait Niafron, c'est une espèce de Pierre Richard de la trentaine, si tu veux, comme on l'imagine, avec ses longues jambes désarticulées. Il nous a fait 1000 propositions. Donc c'est pareil, tu te retrouves avec ce gars-là qui prend toute la place, tu dis bon, et puis, etc. Pareil pour Aurore Blino, les autres rôles, Margot Lioret, et surtout Vincent Giléron, qui a gagné le trophée de meilleur acteur comédie musicale cette année, Vincent Giléron. Donc pour répondre à ta question, quand même, il y a des fois des évidences. C'est ce qui est dur dans ce métier, et on ne sait pas si on l'a, hein, c'est qu'il y a des gens, ils sont touchés par la grâce. Qu'est-ce que je te dis ? C'est comme dans tous les métiers. Ils ont le truc. Et puis voilà. Et puis après, il y a ceux qui en plus, sans forcément peut-être avoir un truc de lumineux, ils ont tellement travaillé qu'ils ont, tu vois, ils ont accédé à un niveau qui fait que, ils peuvent bosser, quoi. Et si c'est pas un rôle principal, il y a des rôles secondaires très importants. Il y a plein de choses, tu vois. Et toi, ça te fait quoi de mettre en scène des artistes ? Parce que tu as été souvent au devant de la scène en tant que chanteur. Qu'est-ce que tu préfères faire ? Est-ce que tu préfères être dans l'ombre ou dans la lumière ? Sur ces projets-là, clairement dans l'ombre, moi j'adore là. Ma position, elle est géniale parce que je suis un peu c'est une sorte de directeur artistique sur mon Guignol, tu vois. Et bien sûr, tout ça partagé avec le metteur en scène et son expertise et le librettiste. Enfin, c'est un travail d'équipe. Et moi, forcément, je vais m'attacher à des choses liées déjà à la voix. J'aime pas quand ça chante pour chanter, quand ça juste faut interpréter, il faut toucher, il faut ressentir ce que tu racontes, etc. Et ça, c'est plus compliqué. J'ai des souvenirs de gens comme ça qui, dans les sessions, on les a amenés jusqu'à un peu même pleurer pour obtenir des trucs, tu vois. Mais après, ils nous ont remerciés. Parce que le tout est d'avoir une technique, ok, mais en fait, il faut vibrer, il faut se sentir. Et c'est ce que tu incarnes pour moi, Sorel, c'est que tu es tellement habité et animé d'une façon authentique par cet art. Lorsque toi, tu as passé des castings, quel est ton plus beau souvenir casting quand tu as passé des castings ? J'en ai pas passé des masses. Hein. Moi, j'admire ceux qui en passent. Hein. Je le dis, je l'ai toujours dit. Je suis terrorisé, moi, à l'idée de passer des castings. Hein. J'ai fait des trucs crochets, tu vois, quand j'étais jeune. Mais après, j'ai pris justement un parcours de chanteur solo, comme on dit, de majors, quoi. En fait, toi, tu t'es débrouillé pour ne pas avoir à passer de casting parce que tu es dans la création, donc comme tu es dans cette proposition constante, et pour te connaître, il y a des moments tu en as mangé des couleuvres, mais c'est ça qui est formidable et talentueux. Et le pire souvenir dans ta carrière artistique où tu as pu douter, où tu t'es dit bon, je lâche tout, allez, je vais me trouver un job, est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Eh bien, écoute, non. Par contre, tu as beaucoup de gens qui ont tendance assez systématiquement à te dire ok, et c'est quoi ton plan B ? Et alors, je vais te dire un truc, et je le dis en articulant bien pour que les gens qui nous écoutent l'intègrent. Quand tu veux être un artiste, tu n'as pas de plan B. Tu n'en as pas. Tu ne peux pas faire autre chose que ça. Tu ne peux pas faire autre chose que ça. Point. C'est-à-dire que j'ai entendu, je crois que c'est Puff Daddy il n'y a pas longtemps dire ça, ou d'autres. Tu n'as pas de plan B. Moi, je n'ai jamais eu de plan B. Et pourtant, ma meilleure amie de l'époque me disait tout le temps ça. Oui, mais donc non.
J'en ai jamais eu. Je te dis pas qu'il n'y a pas des moments, je sais pas serrer les dents, j'ai bouffé des pâtes, qu'il y a des moments où j'ai des doutes, j'en ai tout le temps. Mais un plan B, non, j'en ai pas. J'ai toujours su que c'était ça, et puis ça sera probablement ça toute ma vie, tu vois. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui veut se lancer dans une carrière artistique, qui veut devenir chanteur? Le métier a tellement changé. Ouais. Avant, il fallait intégrer une maison de disques. Comment ça se passe aujourd'hui? Moi, je suis dans mon petit studio, je chante, j'aimerais bien sortir un titre. Comment ça marche? Je lui dirais deux choses. Si il veut juste chanter, et il se sent surtout interprète, il n'est pas habité par ou il n'a pas les matériaux, c'est-à-dire connaissances pour créer, composer, et encore tout ça, ça s'acquiert. S'il veut juste chanter, qu'il ouvre son horizon à autre chose que juste chanter une chanson qui ferait un tube à la radio. Parce que ça, tu l'as très bien dit, c'est devenu très compliqué. Aujourd'hui, les canaux sont très resserrés, surtout les styles musicaux en France, et ça, c'est vraiment quelque chose que je déplore, parce que quand tu vas en Espagne, c'est pas toi que je vais l'apprendre, mais l'autoradio en Espagne, au Portugal, en Grèce. En termes de créativité. Tu as tout, tu as de la folk, tu as de la pop, tu as bien sûr du rap, mais tu n'as pas que ce son urbain. Moi, j'adore, hein, tu sais, je compose même pas avec des rappeurs, donc je sais. Mais il y a trop que ça en France. Ça s'est réduit. Alors, bien sûr, heureusement, il y a Vianney, des gens comme ça, mais c'est quelque part un peu le prétexte. Ok, bon, on a Vianney, on a Big Flo et un peu Eoli, encore ils sont entre les deux. On a Ben Mazué qui est pop, mais ça c'est un peu aussi à part. Mais sinon, il n'y a plus de pop en France en fait. Il n'y a plus de pop, il n'y a plus de rock, il n'y a plus de variété, de la grande variété. Aujourd'hui la variété, elle est urbaine. Ça pour moi, ça c'est une désolation pour moi, vraiment. C'est-à-dire que même en termes d'harmonie, moi qui aime les belles harmonies, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les 3 mêmes accords ou 4 mêmes accords qui tournent tout le temps, moi, ça m'emmerde en fait, tu vois. Ça m'emmerde. Donc, je suis obligé d'aller écouter chez les anglo-saxons, etc., des choses. Ou même les Coréens, enfin, peu importe, tu vois. Donc, ou tu veux que chanter, et à ce moment-là, ouvre-toi à d'autres choses, forme-toi à d'autres choses. Tu peux chanter aussi, effectivement, dans des comédies musicales, où tu peux apprendre l'anglais, tente ta chance, même si c'est très dur si tu bosses à Londres. Enfin, mais ne reste pas à penser que tu vas chanter toute ta vie et être une chanteuse, un chanteur, si tu ne fais que chanter. Ou alors accepte le fait que ça ne marchera pas, peut-être, et que c'est compliqué. Après, si tu sais un peu faire composer, que tu as un sens créatif, mais ça peut être 3 notes au début, puis après tu vois, peu importe, où tu tapes sur une table et tu fais des percussions et tu as des idées qui te viennent, sois le chef d'orchestre de ta carrière. C'est joli ça. Sois le chef d'orchestre de ta carrière. Complètement. C'est-à-dire que tu crées tes objets sonores, artistiques, et puis tu les mets sur tes réseaux sociaux. Tu construis tout doucement ta carrière. Tu proposes, tu crées, hop, et tu te limites pas, en fait. Tu vois. Et tu disais que tu es un autodidacte. Ça veut dire que tu n'as fait aucune formation? Non, jamais. Jamais. Pas de conservatoire, rien. Jamais. Mais pas plus qu'Obispo ou des gens comme ça, tu vois. Et donc, en fait, ça a été... qu'est-ce qui t'a... c'est le talent, c'est donc inné. On peut dire ça, un talent inné, on peut... C'est compliqué de dire ça. Je sais. Non, je pense que c'est la somme de choses que tu écoutes. En fait, j'ai tellement écouté des grands compositeurs. Mais de là à écrire des chansons... Mais c'est pareil, tu lis tu vois ça aussi, les gens, j'ai pas envie de faire le vieux con, parce que même moi je lis plus, je regarde que des séries maintenant, donc, tu vois, mais j'ai même plus le temps de lire, mais c'est horrible. Mais j'ai eu, comme on dit, grâce à Dieu, j'ai beaucoup lu. Et mine de rien, la langue française, elle est tellement exceptionnelle, tu vois. Exceptionnelle. Donc je dis souvent, à ceux qui ont des enfants, charge ton enfant de ça. C'est pareil, charge-lui. Et tu peux être issu de... Moi, je viens de la banlieue, hein, je préfère le On pathos. est deux. Je viens de la banlieue, donc je peux en parler. Vénissieux, les Minguettes, ça doit parler à beaucoup de gens, hein, 6-9. Et ça m'a pas empêché de lire des bouquins. Ça m'a pas empêché de comprendre que j'allais pas parler comme un... Tu vois, là, je trouve qu'il y a trop de gens qui se mettent à mal parler. Ça parle mal. Je parle des enfants en particulier. Ceux qui parlent bien, c'est une force. Je leur dis, tu t'en rends pas compte encore, mais quand tu sortiras de l'école et du collège et tout, et que tu parleras bien, tu vas voir que tu auras 10 fois plus d'opportunités, etc. C'est une chance. Donc, mon parcours a fait que c'est ça. J'ai lu, je me suis extrait un peu de ma condition sociale, tu vois, qui était difficile. Et après, tous les jours, j'apprends. Tu vois, sur le Guignol, moi, je ne savais pas orchestrer des cordes et des machins. Ça m'a pris 3-4 ans, j'ai fait tout seul. J'écoute des tutos YouTube. Je dis, ah ouais, d'accord. Donc, pour faire un truc de suspense, ça sonne un peu comme ça. Il faut que le violoncelle... En fait, je vais pas t'apprendre un truc, faut bosser. Il faut travailler. Et être curieux. Et c'est ouais. ce que j'aime avec toi, Sorel, puisque je te suis depuis des années. C'est ta modestie et cette curiosité. Le savoir, c'est un véritable pouvoir. Oui. Et cette curiosité.
le spectacle familial et musical, Guignol, s'adresse aux enfants, mais aux familles, Oui. à ces liens intergénérationnels si beaux. Comment ça se fait, moi qui te connais, je sais que tu n'as pas d'enfant et que je connais un peu ta vie, tu es un artiste libre avec des aventures formidables. Comment ça se fait que tu as eu envie de t'adresser à la famille en 2023 ? Eh ben, c'est mon enfant intérieur, hein. C'est ce que je te disais. C'est-à-dire que j'espère que ne jamais le tuer. L'adolescent, oui, parce que l'adolescent, il doute, il est téméraire, mais l'enfant intérieur, il faut le cultiver. C'est pas toi que je vais l'apprendre. Donc lui, il est toujours, j'ai même envie de dire l'enfant libre. J'avais appris ce terme il y a quelques temps. Il est toujours là. Et donc forcément, tu vois, sans réfléchir, hein, ça n'a pas été calculé. Guignol m'est venu, puis les musiques, les thèmes sont très naïfs, etc. Mais tu as raison de dire que c'est familial. Et j'insiste, c'est pas du tout un spectacle juste pour enfants, hein. Les adultes, ils s'éclatent. Le livret est à double lecture. Les parents comme les enfants vont en prendre plein les yeux, quoi. Mais ce qui ressort des premières représentations, c'est l'effet waouh, en fait. Les gens arrivent, ils disent bon, on va passer un super moment, et ils ressortent, ils font waouh, on s'attendait pas du tout à ça. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais au petit garçon Sorel, ce petit garçon de 8 ans ? Ah, très belle question. Je lui dirais déjà de continuer à s'émerveiller, d'apprendre à être un peu plus patient, même si j'ai l'air de l'être, je ne le suis pas, et de surtout toujours garder une certaine forme de tolérance, tu vois, parce que tout est fait autour de nous pour nous parasiter dans la bonté de notre cœur. En fait, les gens, ils sont tous bons, quasiment, à part quelques pourritures, mais les gens sont tous bons, tu vois, on cherche tous la même chose. Et tout est fait pour nous rendre mauvais. Et moi, le premier, hein, je peux être aujourd'hui plus impatient, plus aigri, plus énervé, plus agacé par tout ce qui se passe, hein. On ne va pas nommer toutes les calamités qui nous entourent aujourd'hui, tu vois. Bah, je vous dirais, malgré tout ça, continuez à avoir un cœur plein d'amour, en fait. Ce qui est enivrant lorsqu'on t'entend et qu'on te connaît, c'est justement cette passion, cette envie qui t'anime et qu'on retrouve dans ton merveilleux spectacle. Merci Sorel pour ce beau moment. Merci et à toi, bientôt. Saïdad. À très vite. Thank you.